Voici donc ici le chapitre numéro 4, donc du cours de stabilité béton génie civil première année. Donc ici on passe au chapitre donc numéro 4 qui concerne les rappels des notions de base et de mécanique, de résistance de matériaux et voire même mathématiques. Donc c'est vraiment des rappels. Donc comme on peut le constater, c'est que sur les 4 premiers chapitres, il y a 3 chapitres qui concernent vraiment la notion de rappel et ce dernier rappel est donc le rappel des notions de base, de mécanique et de résistance des matériaux. Alors l'intitulé de cette leçon amène vraiment deux orientations claires par rapport à ce chapitre qui concerne l'étude des centres de gravité, soit de corps simples ou de corps plus complexes qu'on décomposera en formes et en corps simples, tels que des rectangles, des triangles et des trapèzes. On essaiera donc de chercher ces centres de gravité pour pouvoir connaître, lorsqu'il y aura des exercices un petit peu plus compliqués, l'endroit précis où s'appliquent les différents efforts. Après, on fera l'étude d'équilibre de force et de moment qui s'appliqueront la plupart du temps sur nos murs de soutènement. Alors, en ce qui concerne les centres de gravité, nous, on va vraiment s'atteler sur trois grandes formes majeures qui concernent donc ici les rectangles, donc là où le centre de gravité est à la coordonnée donc des mi-distances, que ce soit de la longueur ou de la largeur, comme vous pouvez le voir sur l'illustration de gauche. Pour les triangles rectangles, là, le centre de gravité, de gravité se situe au tiers de la base et au tiers de la hauteur, toujours bien faire attention en partant de l'angle droit. Donc on part de l'angle droit et on va au tiers de la base, au tiers de la hauteur, et l'intersection de ces deux droites tracées au départ de ces points nous donne le centre de gravité. Pour ce qui concerne ici le centre de gravité par rapport à un trapèze, on doit se fier à une formule générale qui donne la coordonnée du centre de gravité uniquement par rapport à la coordonnée Y. La coordonnée en X, il n'y a pas de formule dite générale. Cette coordonnée donc du centre de gravité en Y de ce trapèze peut être trouvée par la formule que vous voyez ici en dessous, qui dit que cette hauteur H1, c'est 2 fois la petite base A, plus la grande base B, divisé par la somme de la petite et de la grande base, fois la hauteur verticale, donc ici, du trapèze divisé par 3. Et cette hauteur verticale, c'est la hauteur qui rejoint les deux côtés A et B. Pour ce qui est de la coordonnée ici en X, en fait, là, il n'y a pas de formule toute faite comme ceci. Pour trouver la coordonnée en X, il va falloir passer par une décomposition encore simple qui dit simplement qu'il y a un rectangle, un triangle et encore un autre triangle. Donc on voit qu'il y a trois formes dans ce cas-là à utiliser pour aller décomposer l'entièreté du trapèze en trois corps simples, un rectangle et deux triangles de chaque côté. Donc pour ce qui est de la coordonnée maintenant d'un corps un petit peu plus complexe qu'on décomposera en corps simple, il existe ces deux formules-ci qui sont les formules des coordonnées en X et en Y du centre de gravité de ce corps plus complexe. Et on le voit qu'en fait la formule restera plus ou moins identique. C'est 1 sur la surface totale fois la somme en fait des surfaces de chaque corps que vous décomposez fois la coordonnée soit en X ou en Y du corps simple que vous décomposez. Vous le voyez ici en dessous, vous avez les trois colonnes avec d'abord le symbole, ensuite la désignation, donc ce que représente la lettre dans la formule, et la dernière c'est l'unité avec à chaque fois les mètres carrés ou les mètres. Donc ça c'est quand vous allez avoir un corps qui est complexe et que vous décomposez en corps simple pour calculer la coordonnée en X et en Y réelle de ce mur ou du corps qui est plus difficile à calculer en termes de coordonnées de centre de gravité. Deuxième partie ici par rapport à ce chapitre numéro 4 qui concerne les équilibres des forces et des moments. Donc nous on va calculer l'équilibre général d'un ouvrage qui subit l'action de plusieurs forces et pour ça on doit passer par la définition des différentes forces que ce mur va subir, ce mur de soutènement. Alors la première force qu'un ouvrage va subir, c'est une force concentrée. La définition de cette force concentrée, c'est une force qui s'applique en un point déterminé de ce mur. On va prendre un exemple ici par rapport à un mur de soutènement. Donc on voit le mur de soutènement dessiné en noir. Et là-dessus, on a l'entièreté possible, je dis bien possible, il y a encore d'autres, bien évidemment, possibilités de force qui s'appliqueraient dessus. Ici, c'est juste un exemple théorique et schématique. Donc on le voit qu'il y a en premier lieu la poussée en bleu, qui est la poussée d'éther,
qui se matérialiserait par une force en un point concentré ici de notre écran. Deuxième force concentrée, c'est le poids du mur ici qui s'applique au centre de gravité de ce mur. On a ici de part et d'autre de notre mur à droite et à gauche, en fait la colonne de terre qui viendrait s'appliquer en un point précis ici de notre semelle. Et on aurait la même chose, la petite colonne de terre qui s'appuierait verticalement sur la semelle, cette force concentrée s'appliquerait en un point déterminé. On a ici par exemple la réaction du sol qui pousserait vers le haut notre mur, suite à l'action des différentes forces verticales qui s'appliquent dessus. On pourrait envisager la présence d'eau à gauche de notre mur, et là on aurait, j'invente encore, deux autres forces, un bateau ici qui flotterait sur l'eau, et on aurait sur le bollard présent ici en tête de mur, une force concentrée qui matérialiserait en fait la corde qui tire sur la tête de mur et qui maintiendrait le bateau pour pas qu'il ne parte au large. On aurait ensuite une deuxième force qui est la force de tirant d'ancrage que vous voyez ici, qui maintiendrait en place notre ouvrage. Donc vous voyez que des forces concentrées sur un mur de soutènement, on peut vraiment en avoir une certaine quantité. Le but c'est de savoir où elles s'appliquent pour pouvoir, dans l'étude d'équilibre, les placer correctement dans les équations. Comment crée-t-on ici, c'est juste une petite remarque, un tirant d'ancrage, par, comme vous le voyez, des machines qui viennent à l'aide d'outils foreurs percer à l'intérieur du mur et dans les terres, et vous voyez les rallonges ici cylindriques qui sont des rallonges métalliques qui nous permettent d'aller vraiment en longueur voulue et désirée, placer notre câble et l'engluer dans un massif et le socle d'ancrage qui serait la plupart du temps un coulis de béton. Deuxième type de force qu'on va rencontrer dans nos équilibres, c'est les forces réparties. Alors une force répartie, c'est une force qui s'applique sur une surface ou un volume. Donc là, on est souvent en 2D ou en 3D. Nous, dans nos exercices, on restera en 2D puisqu'on restera sur des schémas de base. Donc notre force répartie, ce sera une force qui sera répartie sur une surface. Je vous prends un exemple via encore un schéma d'un mur de soutènement. Là, on s'aperçoit qu'il y a 4 types de forces possibles. Premièrement, on peut avoir ici les surcharges qui seraient appliquées sur le terre-plein, qui peuvent être, j'invente, un parking, qui peuvent être un sentier piétonnier pour des personnes. Donc là, on aurait une surface qui subirait l'action de force. Donc une force sur une surface, ça reste une force dite répartie. On aurait ici, en orange, la réaction uniforme du sol sur notre base de mur. Donc ça, ce serait quelque chose qui serait aussi envisageable. On aurait à gauche, ici en bleu, la pression du sol sur le côté vertical de notre mur. Alors pourquoi est-ce que je l'ai dessiné de manière triangulaire? Tout simplement pour vous faire comprendre que plus je descends bas dans un mur, plus les terres qui vont pouvoir pousser sur ce mur vont subir de la part des terres qui sont situées au-dessus d'elles une pression et donc un poids vertical plus important. Forcément, la petite particule de terre qui est située à 5 mètres de profondeur va subir sur, on va imaginer sa petite tête, une entièreté de particules qui est au-dessus d'elle, et donc ce poids va devoir être transféré sur cette particule de terre qui se situe à 5 mètres. Et la seule manière qu'elle a de pouvoir transférer ce poids des terres qui se situe au-dessus d'elle, c'est de s'expanser et de pousser latéralement sur notre mur. Donc ça, c'est pour vous montrer pourquoi on dessine de manière générale les diagrammes de terre de manière triangulaire. Je vais vous expliquer qu'il y a aussi une autre possibilité et une autre forme, en termes de dessin, de représentation, de pouvoir dessiner dessus. Mais ici, c'est pour vous expliquer pourquoi il y a un diagramme triangulaire. Alors ce diagramme triangulaire peut être ici en P2 horizontal, mais rien ne nous empêche, par une application quelconque, de le dessiner de manière ici, comme vous le voyez, tout à fait incliné, d'un certain angle de 30 degrés. Donc on aurait ici en P1 notre pression des terres sur le mur inclinée à 30 degrés, et en P2 la pression des terres située sur le mur de manière tout à fait verticale. On aurait aussi, s'il y a de l'eau, comme le schéma précédent, une pression hydraulique des particules d'eau sur le mur qui serait aussi de manière évolutive.
Pourquoi est-ce que cette évolution, je la représenterai de manière triangulaire? Pour vous montrer que dans une piscine, plus vous allez bas dans la piscine, plus ça poussera fort sur vos tympans. Donc quand vous êtes au niveau de flottaison, il n'y a pas de pression au niveau de vos oreilles. Par contre, plus vous descendez bas dans la piscine, plus vous avez une pression qui augmentera. Donc j'ai essayé de la représenter, cette évolution, de manière linéaire pour donner une forme, comme vous le voyez là-dessus, triangulaire. Alors, ça c'était les deux forces qu'on allait rencontrer. Qu'est-ce qu'on va avoir aussi par rapport à ces forces? Ces forces vont engendrer sur nos murs l'action d'un moment, le moment d'une force. Comment va-t-on calculer le moment d'une force? On va toujours calculer le moment d'une force en disant que un moment d'une force, il est toujours pris par rapport à une origine, un point O. Et ce point O, la plupart du temps, c'est moi qui vous le donnerai dans les exercices dès le départ. L'intensité de ce moment, comment va-t-on le calculer? On va faire l'intensité de la force ici, F, fois le bras de levier. C'est quoi le bras de levier? C'est la distance perpendiculaire à la ligne d'action de la force qui relie le point O. Donc on le voit ici, c'est cette distance envers petit d. Cette distance sera toujours prise perpendiculaire à la ligne d'action de notre force. On prendra la convention, mais ce n'est pas une obligation dans notre cours, que ces moments sont positifs si la rotation de l'objet ou de notre mur se fait dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce n'est pas une obligation. Alors, pour que notre mur soit en équilibre et pour la vérification de cela, on va devoir passer par un système d'équilibre qui sera composé de trois équations. Ces trois équations sont basées sur en fait deux vérifications d'équilibre. La première vérification d'équilibre, c'est de dire que la résultante des forces est égale à 0. Donc pour ça, nous, on va devoir utiliser deux équations. Donc pour matérialiser, comme vous le voyez là-dessus, les deux équations telles quelles, par rapport à cette première condition d'équilibre, qui veut que la résultante de l'entièreté des forces soit nulle, donc pour qu'un mur de soutènement soit stable, il faut que toutes les forces qui s'appliquent dessus, en fait, dans leurs actions, elles s'annulent, elles se compensent les unes les autres. Et donc pour ça, nous, mathématiquement parlant, dans nos exercices, on va devoir créer deux premières équations. Donc la première équation qui est la somme des forces horizontales qui vaut 0, et la deuxième, c'est la somme des forces verticales qui vaut 0. Donc on va devoir additionner toutes les forces horizontales prises avec leur signe. Si elles sont de sens opposé, il y en a une qui sera prise positive et l'autre négative. Et deuxième équation, c'est la somme des forces verticales qui doit être égale à 0. Et la même chose, toutes les forces prises dans un sens sont, j'invente, positives, toutes celles qui sont dans l'autre, là, sont prises en négative. La deuxième condition que vous voyez ici pour que le mur ou qu'un objet soit en équilibre, c'est que le moment résultant de toutes les forces soit nul. Donc en fait, on va calculer tous les moments de chacune des forces, on va les additionner, on va les prendre avec leur signe, via la convention que nous on s'était donnée sur le sens des moments positifs, et on va se dire, voilà, quand j'ai additionné l'entièreté de ces moments, je vais les égaler à 0, et par rapport à la valeur finale, on aura la réponse qui veut que, de 1, les deux premières équations soient bien vérifiées par rapport à une nullité, et la troisième, même chose, la somme des moments doit valoir en fait 0. Si ce n'est pas le cas, le mur est instable et il n'est pas en équilibre. Si les trois équations sont bien vérifiées, chacune en nullité, là on a notre système qui est bien en équilibre à chaque fois. Je vous ai mis ici en dessous un exemple de sens de rotation pour dire que la force 1 fait tourner l'objet dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est positif. Toutes les autres, à chaque fois pris par rapport à l'origine, font tourner l'objet dans l'autre sens, c'est considéré de manière négative. Alors vous voyez que ça peut très vite se compliquer sur des situations un petit peu plus délicates, sur des bas-joyers d'écluses, etc. Où là vous voyez une quantité astronomique de force, avec à chaque fois des bras de levier qui sont vraiment pris propres à chacun. Vous voyez qu'on peut aller très très loin dans les notions de complexité, d'équilibre vis-à-vis d'ouvrages en béton et de murs de soutènement. Alors, par rapport donc à ces systèmes d'équations d'équilibre, on va avoir une précision à faire par rapport à des diagrammes de pression. Donc quand nous serons en présence d'un système qui sera en équilibre,
même si dans l'énoncé des exercices, vous allez avoir des forces qui sont réparties, vous allez devoir les transformer chacune de ces forces réparties en forces concentrées, puisque dans les équations d'équilibre, d'office, c'est avec des forces concentrées qu'on travaille et pas des forces réparties. Donc c'est pour ça qu'ici, j'ai passé ici mon temps à vous mettre des schémas et à vous expliquer que dans les équations d'équilibre, on va devoir transformer ces diagrammes de pression qui sont triangulaires, rectangulaires ou trapézoïdales en forces concentrées. Pour ça, comment est-ce qu'on va faire? On va tout simplement considérer que ces diagrammes peuvent être remplacés en termes d'action par une force concentrée, qui aurait la même intensité, mais qui ne s'appliquerait plus de manière répartie uniformément, puisque c'est une force dès lors dans ce cas-là concentrée, elle s'appliquerait uniquement en un point. Où s'appliquerait cette résultante R? Quand on aurait affaire à un diagramme triangulaire, l'action résultante qui remplacerait ce diagramme triangulaire, ce serait ici la force R qui s'appliquerait à 1/3 de la hauteur de notre diagramme triangulaire en partant de la base ici de notre triangle. Si on est dans un diagramme rectangulaire, la résultante qui s'appliquerait ici et qui remplacerait notre diagramme rectangulaire s'appliquerait à la mi-hauteur de notre diagramme rectangulaire. Pour ce qui est de la hauteur pour un diagramme trapézoïdal à laquelle s'applique notre résultante, cette résultante s'appliquerait à la hauteur H1 qui serait la hauteur propre à la formule que je vous ai expliquée tout à l'heure sur le centre de gravité en termes de coordonnées Y d'un trapèze. Donc là, on voit que la hauteur H1, c'est 2 fois la petite pression P1 plus la pression P2 sur la somme de P2 plus P1 fois la hauteur verticale de notre trapèze divisé par 3. Donc ça vous montre les 3 forces concentrées R qui remplaceraient à chaque fois les diagrammes soit triangulaires, rectangulaires ou trapézoïdales. C'est très important de le retenir et de le comprendre. Et de comprendre en fait que la valeur de chacune des résultantes dépend de la forme du diagramme. Quand on est dans un diagramme triangulaire, on calcule la surface du diagramme en disant que R, c'est la grande base de notre diagramme P2, la pression P2, fois la hauteur du triangle divisé par 2. Hauteur, ici H, matérialisée là-bas. Ici, c'est longueur fois largeur, et là en fait c'est la surface du diagramme trapézoïdal, grande base P2 plus petite base P1 fois la hauteur verticale du trapèze divisé par 2. Alors après ça, ce sont à chaque fois des diagrammes qui sont verticaux, puisque l'écran est à chaque fois ici vertical. Maintenant, je pourrais très bien envisager le fait que j'ai un diagramme qui est incliné, puisque le parement, lui, de notre mur sur lequel s'applique cette pression, serait incliné. Et là, si j'incline ce parement d'un angle epsilon, j'aurai ma résultante qui serait inclinée d'un angle epsilon. Ça ne change pas nécessairement la formule qui est ici, puisque la hauteur H, dans ce diagramme-ci, cette hauteur H, c'est celle qui est représentée ici. C'est la longueur oblique de notre triangle, ici. Par contre, et c'est là que ça se complique, pourquoi? Je m'explique. Si l'inclinaison avec laquelle vous donnez ici votre écran n'est pas similaire à l'inclinaison que vous donnez à votre diagramme triangulaire, là, vous ne pouvez plus dire que la hauteur, c'est cette distance-ci. Vous devez aller dans ce cas-là recalculer la vraie hauteur du triangle. Je m'explique. Voici ici un exemple. Donc vous avez un mur qui fait 8 mètres de haut, 3,50 m de base, 1,50 au niveau de la base supérieure. On a un diagramme de pression P2 ici, avec une pression maximale en bas de 12 kN par mètre carré. Et on a un diagramme triangulaire P1 qui est incliné ici de 20 degrés. Et dont la pression maximale ici vaut P1. Qu'est-ce qui se passe? Quand j'analyse la forme du mur, je m'aperçois que j'ai 14 degrés ici de fruit de mur, donc d'inclinaison d'écran, et j'ai 20 degrés d'inclinaison
du diagramme. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, quand je vais calculer la résultante de ce diagramme triangulaire, grand P1, je dois en calculer la surface de ce triangle. Mais le problème, c'est que pour calculer la surface, il me faut la hauteur H1. Et cette hauteur H1, c'est pas cette distance oblique de l'écran, c'est la vraie hauteur de mon triangle. Donc il va falloir que je passe par un calcul intermédiaire pour trouver cette valeur H1 et aller la remplacer dans la formule. Et pour ça, on va passer par une simple analyse trigonométrique qui veut que je vais d'abord prendre le triangle de mon mur où je m'aperçois ici que X est simplement le parement oblique du mur. Je vais calculer, donc comme j'ai fait tout à l'heure, mon fruit de mur à 14 degrés. Comme j'ai un triangle rectangle ici en bas qui matérialiserait une partie de mon mur, j'ai qu'à calculer alpha 2 qui vaut 76 degrés. Comme j'ai un angle plat total ici en bas qui vaut 180 degrés, 180 degrés, c'est quoi? C'est 20 degrés plus alpha 3 plus 76. Et grâce à ça, je trouve alpha 3 qui vaut 84 degrés. J'ai cet angle-ci, comme c'est une hauteur H1, l'angle qui est ici du côté de la droite en rouge vaut 90 degrés. Donc, je sais aller me donner directement la valeur de H1 en disant que c'est la distance x fois le sinus de l'angle alpha 3. Et je sais trouver alors 8,2 mètres, la vraie hauteur de mon triangle de pression qui s'applique sur mon mur. Et c'est la valeur de 8,2 que je vais aller remplacer dans la formule de P1. Et ça me donnera la valeur de la résultante P1 qui est la résultante du diagramme forcément triangulaire. Cette valeur P1 s'appliquera ici au tiers de la hauteur H1. Et si je fais le prolongement de P1 en termes de ligne d'action, lorsque ça va venir toucher le parement oblique, ce sera le tiers, ici la distance à l'endroit où ça s'applique, le tiers de notre distance totale de notre parement oblique. Il ne faut surtout pas oublier dans les exercices, quand vous avez alors une action oblique d'une force, à décomposer cette action en une composante horizontale et une composante verticale par les formules trigonométriques que vous connaissez. On peut faire exactement le même raisonnement, mais bien plus simple, je vous rassure, par rapport à un parement qui est oblique ici et une ouverture d'angle alpha. Là, on aurait exactement la même chose. Si notre parement est incliné de alpha, on aurait une résultante R qui serait elle aussi inclinée de notre angle alpha. Même chose pour un diagramme trapézoïdal où on voit que H1, l'endroit où s'applique cette résultante, serait ce que l'on connaît en formulation générale pour la coordonnée en Y du centre de gravité d'un trapèze. Et si on incline le parement ici d'un angle bêta par rapport à la verticale, que l'on incline notre diagramme trapézoïdal par rapport à l'horizontale ici d'un angle bêta, la même chose, on aurait ici une inclinaison bêta par rapport à la résultante. On peut bien évidemment faire le même raisonnement que ce qu'on a fait avec une inclinaison différente pour le diagramme trapézoïdal par rapport à notre fruit de mur, donc l'inclinaison de notre écran par rapport à la verticale. Là, on devrait encore recalculer la vraie hauteur du trapèze et recalculer sa surface au départ de la vraie hauteur du trapèze. Voilà pour la fin de ce chapitre numéro 4.